L'analyse est une des branches les plus importantes des mathématiques. Et dans les premières années de supérieur, on fait beaucoup d'analyses réelles. Et à la base de toute cette théorie se situe la notion de limite dans R. Que ce soit de suite, puis de fonction, puis de série, les limites sont la base de l'analyse. Fort heureusement, l'ensemble R des nombres réels est construit de manière à nous donner une multitude d'outils pour travailler avec les limites. En particulier, R nous fournit bon nombre de théorèmes d'existence de limites. La limite monotone, les suites adjacentes ou Bolzano-Weierstrass en sont les principaux exemples. Ce sont ces théorèmes fondamentaux qui permettent l'existence de tous les grands résultats d'analyse. Théorème des bornes, théorème des valeurs intermédiaires, théorème de Hein ou encore construction de l'intégrale, tout y est. Directement ou indirectement, ce sont ces briques élémentaires qui leur donnent naissance. Mais dans la construction classique et intuitive des nombres réels, donnés par exemple en classe préparatoire, ces résultats eux-mêmes découlent d'une propriété encore plus fondamentale de l'ensemble des nombres réels, la propriété de la borne supérieure. C'est cette propriété qui est classiquement prise pour définir l'ensemble des nombres réels et qui permet ensuite de déduire un à un les trois théorèmes fondamentaux. Et c'est exactement ce que l'on va faire dans cette mini-série Isomath sur les piliers de l'analyse. Au travers de 4 épisodes indépendants, cette série a pour objectif de vous faire maîtriser tous les fondamentaux d'analyse réelle, avec les démonstrations formelles, mais aussi et surtout avec des explications intuitives détaillées de chacun des concepts et résultats abordés. Alors si vous souhaitez obtenir toutes les armes nécessaires à la compréhension et la survie dans le monde parfois brutal de l'analyse, bienvenue dans Piliers de l'analyse réelle. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la propriété de la borne supérieure, aussi appelée propriété fondamentale de R, tant elle est intrinsèque à la définition des nombres réels. Et généralement, en prépa ou en licence, on l'admet, car sa preuve dépend de la construction de R choisie. Construire les nombres réels n'est pas quelque chose d'aisé, et il y a plusieurs constructions qui sont équivalentes. Équivalentes car elles permettent toutes de prouver immédiatement cette propriété, dont découlent directement ou indirectement tous les grands résultats d'analyse sur les réels. Aujourd'hui, on va pas faire une construction rigoureuse de R, mais on va plutôt en adopter une compréhension intuitive. Et on va baser cette compréhension sur la propriété de la borne supérieure, afin de comprendre en profondeur pourquoi elle est si cruciale. Car croire à l'existence des nombres réels, c'est équivalent à croire à la propriété de la borne supérieure. Alors allons-y. Déjà, je viens de parler de croire à l'existence des nombres réels, mais pourtant, ils paraissent évidents. Après tout, ils s'appellent les nombres réels, ça laisse peu de place au doute sur leur existence. Mais pensons-y quelques secondes. Pourquoi a-t-on besoin des nombres réels? Après tout, la base de notre système de nombres, ce sont les entiers naturels, qui servent simplement à compter les choses. Ensuite, on a symétrisé cet ensemble, en donnant naissance aux opposés de chaque entier naturel. Ce qui permet entre autres un travail plus simple, avec certaines opérations comme la soustraction. On a ensuite construit les nombres rationnels, qui permettent de représenter les proportions, chose tout à fait indispensable. Ensuite, on présente les réels comme les rationnels, et d'autres nombres totalement fantaisistes, les irrationnels. Racine de 2, pi, des nombres incongrus, qui à première vue dénotent avec la progression nzq, car ils ne semblent pas s'ancrer dans la représentation de choses concrètes. Alors, que représentent vraiment les nombres réels, et en particulier les irrationnels? Eh bien, pour répondre à cette question, rien de mieux que de se tourner vers ceux qui ont rencontré pour la première fois les nombres irrationnels, les mathématiciens grecs. En effet, en étudiant la diagonale d'un simple carré de côté 1, ils se sont rendus compte que le carré de la longueur de cette diagonale valait 2. Mais ça posait un problème. En effet, toutes leurs tentatives d'écrire cette longueur comme une proportion parfaite ont échoué. Et une très connue preuve par l'absurde vient sceller le sort de cette longueur. Elle n'était pas une proportion parfaite. La longueur de la diagonale d'un carré de côté 1 est irrationnelle. Et cette longueur, on lui a donné un nom, racine de 2, un nombre qui au carré vaut 2. Et ce nombre, dans notre système des rationnels, il n'existe pas. Mais pour les Grecs, les nombres étant définis comme des longueurs, les quantités comme racine de 2 existent bien. Et au final, ça peut même paraître assez logique. Une longueur quelconque présente dans la nature n'a aucune raison d'être une proportion parfaite. Et cette diagonale n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et même si de telles longueurs sont très proches, aussi proches que l'on veut même, de certaines proportions, elles ne leur seront jamais égales. Mais d'ailleurs, au final, cette représentation intuitive des nombres réels comme mesure de longueur, c'est ce que vous avez toujours fait. Et ce, via la droite réelle. Lorsque l'on place un point sur la droite réelle, la quantité qui est associée est la longueur, la distance qui le sépare de 0, au signe près. Et c'est pour cela que cette représentation est tant utilisée. Elle permet de représenter les réels et même les irrationnels au sens où ils ont été découverts, comme quantité mesurant des longueurs. Alors voilà, on a donc besoin d'aller plus loin que l'ensemble des nombres rationnels. Et on se doit de construire un ensemble qui va prendre en compte toutes ces longueurs irrationnelles. Mais ça, c'est pas évident du tout. On peut se représenter la situation en se disant qu'il y a des trous dans l'ensemble des nombres rationnels. On ne peut pas aller
d'un rationnel x à un autre rationnel y de manière continue. Il va forcément y avoir des trous. L'ensemble R, il est alors obtenu en bouchant les trous laissés par les éléments de Q. Un peu comme on coulerait du mortier pour sceller un ensemble de petites pierres. Mais pour identifier et appréhender chacun de ces trous afin de placer du mortier à tous les endroits nécessaires, il nous faut une autre manière de les percevoir. Et on va construire cette autre perception en tirant parti du fait que les nombres réels, les longueurs, et en particulier les longueurs rationnelles, sont ordonnées. Il existe des longueurs strictement inférieures à la longueur de la diagonale d'un carré de côté 1, et certaines strictement supérieures. Mais entre les deux, il y a un trou, la fameuse longueur de racine de 2. Et notre but est de couler du mortier qui apporte une certaine continuité entre des longueurs strictement inférieures et supérieures à racine de 2. Mortier qui comblerait le trou. Mais pour ça, on va devoir poser quelques définitions. Les 3 définitions qu'on va aborder, vous les connaissez probablement déjà. Mais pour bien comprendre la suite de la construction, il est important de maîtriser tous les petits détails techniques qui permettent de distinguer ces définitions entre elles. Et c'est donc pour cela qu'on va les rappeler. Dans la suite, A désigne une partie de Q, un ensemble quelconque de nombres rationnels, qui est ordonné par la relation classique d'inégalité sur Q. Je tiens à préciser que pour l'instant, on considère uniquement des ensembles de rationnels, parce que pour nous, R n'existe pas, on est en train de le construire. Allez, on commence par définir les plus petits et plus grands éléments d'un ensemble, dont le nom est assez équivoque. Il s'agit d'éléments de A plus petits ou plus grands que tous les autres. Et ici, le détail important est que de tels éléments n'existent pas forcément, et on va voir ça dans notre exemple qui suivra les 3 définitions. La définition 2 introduit le concept de minorant et de majorant d'un ensemble de rationnels. Un minorant est un rationnel quelconque plus petit que tous les éléments de A, et un majorant un rationnel quelconque plus grand que tous les éléments de A. Si A est majoré et minoré, on dit d'ailleurs que A est borné. Et enfin, la définition 3 est la plus importante, les bornes inférieures et supérieures. La borne inférieure de A, notée inf de A, est le plus grand des minorants de A, s'il existe. Et la borne supérieure de A, notée sup de A, est le plus petit des majorants. Autrement dit, avec cette définition, la borne supérieure d'un ensemble de rationnels A est le plus petit élément de l'ensemble des majorants rationnels de A. Et la borne inférieure, le plus grand élément de l'ensemble des minorants rationnels de A. Bon, mais pour bien comprendre la raison d'être de cette notion et les détails de ces définitions, on va traiter un exemple très classique. On considère l'ensemble de rationnels A suivant. 1, 1 demi, 1 tiers, etc. En fait, tous les termes de la suite 1 sur n pour n appartenant à n étoiles. Voilà, on est bien sur un ensemble inclus dans Q, car il ne contient que des nombres rationnels, et on va essayer d'en déterminer les éléments caractéristiques au regard des 3 définitions précédentes. Allez, on va commencer par la première définition et essayer de trouver les plus grands et plus petits éléments de cet ensemble. La suite 1 sur n, elle est strictement décroissante. 1 demi est inférieur à 1, 1 tiers est inférieur à 1 demi. On se rend donc compte immédiatement que le plus grand élément de A, c'est 1. Par contre, les choses se gâtent pour le plus petit élément. La suite 1 sur n, elle tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Mais pour tout n appartenant à n étoiles, 1 sur n est strictement supérieur à 0. À partir d'un certain moment, la suite devient aussi proche de 0 que l'on veut, mais ne l'atteint jamais. Donc, étant strictement décroissante, si on suppose petit m plus petit élément de A, alors petit m est de la forme 1 sur n0 avec n0 appartenant à n étoiles. Mais évidemment, c'est impossible, car le prochain terme dans la suite, 1 sur n0 plus 1, qui appartient aussi à A, est strictement inférieur à petit m. Donc, quand bien même la suite ne va pas vers moins l'infini, ce qui serait la manière la plus simple d'empêcher l'ensemble A d'avoir un plus petit élément, eh bien le fait qu'elle n'atteigne jamais sa limite qui est 0 empêche aussi A d'avoir un plus petit élément. Occupons-nous maintenant des majorants et des minorants de A. Pour les majorants, c'est très simple. A admet 1 comme plus grand élément. Et ça nous dit immédiatement que A est majoré par 1. Et par suite, tout nombre rationnel plus grand que 1 va aussi majorer A. Ce qui nous donne cette description pour l'ensemble des majorants de A. Par contre, pour les minorants de A, on ne peut pas directement utiliser ce raisonnement, car A n'admet pas de plus petit élément. En revanche, on l'a déjà écrit, tous les termes de A sont strictement positifs. Donc tous les nombres rationnels inférieurs ou égaux à 0 minorent A. Et là, on voit que 0, même si ce n'est pas le plus petit élément de A, joue tout de même un rôle particulier par rapport à cet ensemble. Et c'est ce que l'on va voir en cherchant les bornes inférieures et supérieures de A. Bon, j'ai ici représenté l'ensemble A sur une droite continue. Faisons pour l'instant comme si les longueurs irrationnelles n'existaient pas. Bon, on veut les bornes inf et sup de A. Mais en réalité, quel est l'intérêt de ce concept? On définit la borne supérieure comme le plus petit des majorants de A. Et l'idée est simplement de dire que si l'on peut par exemple majorer A par 3, ce n'est pas la chose la plus fine à faire. Il n'y a aucun terme de A entre 1 et 3. Donc si on veut être plus précis sur l'emplacement des valeurs de A à l'intérieur de l'ensemble des nombres rationnels, on doit affiner notre majoration. 2 c'est déjà mieux, mais il n'y a toujours pas de terme de A entre 1 et 2. Donc pour avoir la majoration la plus fine possible qui donnera le plus d'informations sur les valeurs de A, on doit trouver cette espèce de borne limite, au-dessus de laquelle on est certain qu'il n'y aura aucun terme de A, ce qui oblige cette borne à être un majorant de A, mais dont les termes de A s'approchent très
fortement par valeur inférieure. Aussi proche soit-on de la bande supérieure en l'approchant par la gauche, il doit y avoir des termes de A dans tout intervalle situé sur la gauche de la bande supérieure, aussi petit soit-il, car sinon cela voudrait dire qu'on peut encore resserrer la majoration. Et là, on comprend bien que le cas le plus simple de bande supérieure, c'est celui d'un plus grand élément. Ici, 1 est le plus grand élément de A, donc il majore A, mais forcément, tout majorant de A se doit d'être supérieur à 1, car 1 est lui-même un élément de A. Donc 1 est le majorant le plus précis possible pour A. Autrement dit, le plus petit des majorants de A. Et ça pouvait évidemment se voir en analysant directement l'expression explicite de l'ensemble des majorants de A, qui admet évidemment 1 pour plus petit élément. Donc voilà, on a trouvé que sub de A était égal à 1, et on a au passage mieux compris le concept de bande supérieure. Et pour la bande inférieure, c'est évidemment la même chose, mais dans l'autre sens. On veut le minorant le plus précis possible. Aucun terme de A ne doit se situer à sa gauche, mais il doit y avoir des termes de A aussi proches que l'on veut d'elle par valeur supérieure. Ici, dans le cas de notre bande supérieure, 1 appartenait directement à A. Et il n'y a évidemment pas de terme de A plus proche de 1 que 1 lui-même. Mais là, les choses sont un peu différentes. La suite 1 sur n converge vers 0, donc il existe des termes de A aussi proches que l'on veut de 0, tout en lui étant strictement supérieur. Et ça engendre immédiatement le fait qu'aucun nombre strictement supérieur à 0 ne va pouvoir être la borne inférieure de A, car il va exister des éléments de A plus proches de 0 que cette borne, donc plus petites que cette borne, ce qui sera en contradiction avec le principe même de borne inférieure. Mais dans le même temps, aucun nombre strictement négatif ne peut être la borne inférieure de A, car A est minoré par 0. Et au final, on en conclut que la borne inférieure de A, la minoration la plus précise de A, le minorant qui donne le plus d'informations possible, le plus grand des minorants, c'est tout simplement 0. Et là, c'est important de remarquer que inf de A n'appartient pas à A. Dans notre définition, on ne force absolument pas les bornes supérieures et inférieures d'un ensemble à lui appartenir. Par contre, les nombres rationnels étant les seuls nombres que l'on connaît pour le moment, on force bien les bornes supérieures et inférieures à appartenir au rationnel. On voit bien qu'on a défini les ensembles majorants et minorants à partir de Q. Ok, bon, on a maintenant bien compris le concept de plus grand élément, plus petit élément, majorant, minorant, et surtout de bornes inférieures et supérieures, mais moi je vous avais promis quelque chose, une autre façon de percevoir les trous de l'ensemble des nombres rationnels. Donc là, vous avez peut-être l'impression qu'on s'est écarté du but que je vous avais promis, mais rassurez-vous, on en est au contraire, plus proche que jamais. Dans la définition des bornes inférieures et supérieures, j'ai souligné 3 fois 2 mots, s'il existe, ce qui laisse à penser qu'il existe certains ensembles de rationnels pour lesquels de telles bornes n'existent pas. Et là, je vous invite fortement à faire pause et à réfléchir à cette question. Comment construire un ensemble de rationnels qui n'admet pas de bornes inférieures ou supérieures ? Allez, je vous ai laissé quelques secondes et j'espère que vous avez vraiment réfléchi à la question, car c'est en essayant de questionner le cours qu'on se l'approprie le plus. Bon, si vous avez réellement réfléchi à la question, vous avez probablement trouvé un moyen de construire des ensembles de nombres rationnels n'admettant pas de bornes sup ou inf, en considérant simplement des ensembles non bornés. Si je prends par exemple n, l'ensemble des antinaturels qui est parfaitement inclus dans Q, il n'existe évidemment pas de plus petit majorant de n, car il n'y a pas de majorant à n. Il n'existe aucun rationnel plus grand que tous les entiers naturels. Et encore mieux, si on prend Z, l'ensemble des entiers relatifs, il n'admet lui ni borne supérieure ni borne inférieure, car il n'est simplement ni majoré ni minoré. Bon, mais mis de côté ces cas pathologiques, est-il possible de trouver un ensemble majoré de rationnels par exemple, qui n'admettent pas de borne supérieure? Eh bien les éléments d'un tel ensemble, majorés disons par grand M, ils ont une limite à ne pas dépasser, en l'occurrence au moins grand M. Autrement dit, ils sont bien obligés de s'arrêter quelque part. Et par définition de la borne supérieure, on a simplement envie de dire que cet endroit où les points sont obligés de s'arrêter, c'est la borne supérieure. Il s'arrête, donc ne la dépasse pas, mais s'en rapproche autant que l'on veut. C'est la barrière à ne pas franchir. Donc là, comme ça, on a envie de dire que cette barrière, elle est obligée d'exister. Les points s'arrêtent quelque part, et ce quelque part, bim, c'est la borne supérieure. Et ça, c'est totalement vrai. Sauf s'il y a un trou. Si les éléments de notre ensemble s'approchent indéfiniment d'un nombre irrationnel, un des trous présents dans Q, alors en utilisant uniquement les nombres rationnels, on ne pourra pas directement pointer du doigt cette barrière. Et on va voir ça concrètement avec notre exemple du début. Considérons l'ensemble B, des nombres rationnels positifs dont le carré est plus petit que 2. B est bien un sous-ensemble de Q et on va essayer d'en trouver sa borne supérieure. Pour cela, comme on vient de le dire, la première chose à remarquer, c'est que B est majoré. En effet, B est par exemple majoré par 3, car 3 au carré est égal à 9 qui est supérieur à 2, et que la fonction de Q, donc Q qui a x associe x carré, est croissante. Donc on est certain que tous les rationnels supérieurs ou égaux à 3 n'appartiendront pas à B. Bon, mais maintenant nous on veut préciser cette majoration, la rendre la meilleure possible, donc trouver la borne supérieure. Avant ça, je tiens juste à préciser que 0 est le plus petit élément de B, donc que la borne
borne inférieure de B est égale à 0. En fait, ici, j'ai uniquement pris les rationnels positifs parce que la fonction carré est paire. Mais nous, ici, on va s'intéresser seulement à un seul côté parce qu'on n'a pas besoin de plus pour mettre en lumière notre phénomène. Bon, une première approche un petit peu naïve, ce serait d'essayer de trouver la borne supérieure de cet ensemble en tâtonnant. Et c'est ce que j'ai fait sur ce schéma. Ici, on a représenté la droite réelle, mais tous les points placés sur le schéma sont strictement des rationnels. En particulier, tous les nombres associés au point en bleu ont un carré inférieur à 2, donc appartiennent à l'ensemble B. Et à contrario, tous les points en rouge ont un carré strictement supérieur à 2, donc n'appartiennent pas à B. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est cette jonction entre les points bleus et les points rouges, la barrière à partir duquel les points ne sont plus dans B. Et là, en tâtonnant de plus en plus précisément, on a bien l'impression qu'on arrive vers une barrière bien définie. Et pourtant, ce n'est pas le cas. On a beau tâtonner de plus en plus précisément, on n'arrive pas à trouver une barrière fixe, un rationnel qui délimiterait totalement B. À gauche, on trouve des rationnels ayant un carré de plus en plus proche de 2, mais qui n'y arrivent jamais. Et à droite, des rationnels ayant un carré strictement supérieur à 2, mais qui n'y arrivent jamais non plus. Et en fait, on a un petit peu l'impression que dans les rationnels, cette barrière est floue. Et pour expliciter ce phénomène et le comprendre, on va avoir besoin d'une deuxième approche vis-à-vis de la borne supérieure de B. On va essayer de la trouver algébriquement. La fonction carré étant croissante, si l'on arrive à trouver un rationnel x qui vérifie le cas d'égalité dans l'inégalité qui définit B, alors ce serait gagné, et ce serait immédiatement lui, la borne supérieure. Sauf que, comme on l'a déjà dit au début de la vidéo, l'équation x carré égale 2 n'admet pas de solution dans Q. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas déjà la jolie preuve de ce résultat, n'hésitez pas à vous référer à la fiche en haut à droite. On en conclut donc que finalement, aucun rationnel ne va pouvoir être notre sauveur. Si on se rapproche de plus en plus du bord de cet intervalle, on tombe dans un trou. Il n'y a simplement rien au bord, pas de barrière rationnelle. Et pourtant, en tâtonnant comme on l'a fait précédemment, on peut toujours trouver un rationnel dont le carré se rapproche autant de 2 que l'on souhaite. On peut alors intuitivement du moins en conclure que B est borné mais n'admet pas dans Q de borne supérieure. Par contre attention, ici on n'a pas fait de preuve rigoureuse et prouver cela c'est vraiment un bon exercice pour se familiariser avec le concept de borne supérieure. Alors je vous mets au défi d'essayer de trouver une preuve et de la rédiger en commentaire. Attention, sans utiliser la densité de Q dans R car on tournerait en rond. En tout cas, en comprenant cette conclusion, on tient enfin notre nouvelle manière de percevoir les trous présents dans l'ensemble des rationnels. Les trous dans lesquels on aimerait placer ces fameux nombres irrationnels sont simplement les bornes inférieures et supérieures manquantes. En effet, la seule manière de faire balader des nombres dans un espace borné sans qu'ils aient une barrière claire, une borne supérieure, un endroit qu'ils ne peuvent strictement pas dépasser, mais dont ils peuvent s'approcher autant que l'on veut, c'est de faire tomber ces nombres dans un trou où il devrait se situer un nombre irrationnel. Alors, on construit finalement R comme l'ensemble Q, complété des bornes supérieures de tous les sous-ensembles non vides bornés. On ajoute simplement les bornes supérieures manquantes, qui sont exactement les irrationnels. Ainsi, on prolonge l'ensemble ordonné Q avec l'addition en un ensemble ordonné R avec la même addition, le plus petit possible, assurant l'existence des bornes supérieures. Bon, cependant, cette définition, elle est très vague. Et cette construction, dans la pratique, elle se réalise sous forme d'un quotient par une certaine relation d'équivalence, donnant une condition pour que deux bornes supérieures soient égales. Et cette construction qui est complexe et qui n'est pas au programme de cette vidéo, elle se résume par la propriété fondamentale de R, la fameuse propriété de la borne supérieure. Si on considère E un sous-ensemble non vide et majoré de R, alors E admet une borne supérieure dans R. La voilà, notre fameuse propriété intrinsèque à la définition des nombres réels. Et ce qui est important, c'est de comprendre l'idée qu'il y a derrière. L'idée de dire que R n'a pas de trou. Si l'on décide de couper arbitrairement la droite réelle, on la coupe forcément en un point précis, appartenant lui-même à cette droite. Ce qui n'est pas le cas dans Q. Dès qu'un ensemble non vide de points de R est majoré, alors ces points sont bien obligés de s'arrêter quelque part. Et ce quelque part, il est dans R. D'ailleurs, en reprenant l'exemple précédent, c'est cette propriété qui nous permet de définir proprement les racines carrées, même celles qui sont irrationnelles. Attention cependant, il y a un petit détail sur lequel j'ai pas insisté dans la propriété, qui est que le sous-ensemble de R considéré doit être non vide. En effet, l'ensemble vide admet tout réel pour majorant. Or, il n'existe pas de plus petit nombre réel, donc il n'existe pas de plus petit majorant à l'ensemble vide. Donc, l'ensemble vide n'admet pas de borne supérieure. Évidemment, il y a une version équivalente de cette propriété pour les bornes inférieures. Les rôles des bornes supérieures et bornes inférieures étant totalement symétriques par rapport à 0, tout sous-ensemble non vide et minoré de R admet une borne inférieure. Et pour le prouver, il suffit d'appliquer la propriété fondamentale à moins E. En effet, E étant non vide et minoré, moins E est non vide et majoré, donc d'après la propriété fondamentale admet une borne supérieure, et l'opposé de cette dernière est la borne inférieure de E. Pour bien comprendre ce qu'on a fait, j'attire votre attention sur un petit détail. J'ai qualifié la propriété fondamentale d'axiome et sa version borne inférieure de théorème. Pourquoi? Eh bien, dans cette vidéo, en prépa ou en licence, on ne construit pas proprement R. Dans ce cadre-là, la propriété de la borne supérieure est donc pour nous un axiome de R.
R totalement intégré à sa définition. La version borne inférieure de la propriété, elle, est un résultat qui se prouve directement à partir de l'axiome, donc est un théorème. Au final, le plus important à retenir dans cette vidéo, ce n'est pas la méthode précise pour construire R, car j'en ai omis plein de détails. Non, ce qu'il faut retenir, c'est bel et bien l'énoncé de la propriété fondamentale et l'idée qu'il y a derrière. En effet, dans un sens, toute l'analyse réelle est dans cette propriété. Directement ou non, c'est d'elle que nous pouvons déduire tous les grands théorèmes d'analyse de première année. En effet, cette propriété est un fabuleux résultat d'existence. Elle donne de la substance à R et va nous permettre de déduire tous les théorèmes importants d'existence de limites par exemple. En particulier, dans la suite de cette série de vidéos sur les piliers de l'analyse réelle, on va continuer à se familiariser avec la propriété de la bande supérieure en démontrant 3 résultats de ce type. Cependant, pour réaliser ces démonstrations de la manière la plus efficace possible, il nous faut pouvoir travailler plus facilement avec la bande supérieure. Autrement dit, on a besoin de caractérisations plus quantitatives de la bande supérieure qui seront plus simples à manipuler que sa définition. Une qui est simplement une reformulation quantitative de la définition de la bande supérieure et une autre caractérisation en termes de suite, appelée donc caractérisation séquentielle de la bande supérieure. Pour découvrir et maîtriser ces caractérisations, je vous recommande vivement l'excellente vidéo d'Olgen de la chaîne Les Maths en Finesse sur le sujet. En effet, une fois ces caractérisations maîtrisées, vous serez fin prêt pour la suite de cette série. Voilà, c'est la fin de cet épisode 0 des piliers de l'analyse réelle, qui sert d'introduction à la propriété la plus importante des nombres réels. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a aidé dans votre quête d'intuition mathématique, ou du moins diverti. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, car c'est le plus important, à la partager à toute autre personne à qui elle pourrait être utile. Enfin, n'hésitez surtout pas à récompenser la vidéo par un like ou un abonnement, et à suggérer des sujets pour les prochaines vidéos dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur Isomath.